Dans un monde avec de moins en moins de pétrole, il va y avoir un sujet sur la mondialisation et il va y avoir un sujet sur les camions et sur les bateaux, c'est-à-dire ce qui permet la chaîne logistique de l'agriculture et de l'alimentation. Et donc je fais partie des gens qui pensent que dans un monde à l'énergie qui va se contracter significativement, les mégapoles vont vivre une vie de plus en plus difficile. À long terme, sous la contrainte d'une décroissance volontaire ou non des ressources disponibles, les métropoles et mégalopoles actuelles ne sont pas viables. À un moment donné, il faudra alors réduire ou répartir différemment la population. Vous ne souhaitez pas vous exprimer en faveur d'une politique antinataliste. Comment, dans cette situation, envisager un exode urbain alors ? La politique antinataliste, je n'ai pas besoin de m'exprimer en faveur, puisque de toute façon, pour le moment, la natalité baisse. Et c'est un fait, enfin dans les pays occidentaux, et c'est un fait très largement partagé dans tous les pays occidentaux, qui sont quasiment tous passés en dessous du seuil de renouvellement des générations. Certains depuis très longtemps, les Japonais, d'autres plus récemment. On va effectivement avoir, dans mon point de vue, enfin dans ma vision du monde, un problème avec les mégapoles. Et du reste, j'ai fait partie des gens qui étaient contre l'urbanisation du plateau de Saclay, à double titre. D'abord parce que vous êtes désormais installés sur ce qui étaient les meilleures terres à blé d'Europe. Et donc c'est un peu dommage de gaspiller des terres agricoles alors qu'on va avoir besoin de ces terres agricoles plus tard. Et ensuite parce qu'aujourd'hui, l'Île-de-France est déjà trop grosse par rapport à ses possibilités d'approvisionnement dans un monde sobre en énergie, je vais détailler plus tard, et donc l'urgence, c'est surtout pas de la faire grossir encore plus. Voilà. Donc ça aurait été une très bonne idée de vous mettre à Cahors, par exemple, ou à Valenciennes. Voilà. Ça aurait été une bonne idée. Alors, une fois que je vous ai dit ça, même si les énarques n'ont pas aimé, dans un premier temps, être délocalisés à Strasbourg, cela étant, ça a probablement fait quelque chose pour le TGV Paris-Strasbourg, et par ailleurs, ils sont quand même dans un quartier sympa. Donc, pourquoi est-ce que les mégapoles ne vont pas survivre à la décrue énergétique? Alors pour ça, il faut regarder loin en arrière dans l'histoire. Il y a longtemps, ce qui dimensionnait la taille d'une ville, c'était au premier chef le fait que la nourriture puisse lui parvenir. Qu'est-ce qui permettait de nourrir une ville avant l'énergie abondante, c'est-à-dire avant les moyens de conservation faciles des aliments et avant la productivité agricole importante qu'on a aujourd'hui? C'était le surplus agricole qui était dégagé par la surface accessible à quelques jours de temps de transport de la ville. On n'avait pas c'était pas facile de conserver les aliments pendant longtemps. Vous ne pouviez pas transporter les céréales au sec facilement par voie terrestre pendant des semaines. Vous pouviez un peu le faire par bateau. Et après, je vais revenir sur le cas particulier de Rome, qui était vraiment une exception dans l'Antiquité. Mais c'était donc ça qui dimensionnait la barge fluviale, la charrette à bœufs et le porteur humain, leur vitesse de progression n'étant jamais très rapide dans les trois cas de figure, et le surplus agricole dégagé alentour était ce qui dimensionnait la possibilité de nourrir une ville. Et donc, avec la Picardie, la Beauce, etc., qui étaient des terres extrêmement fertiles, le réseau de canaux qu'on avait en France, le réseau de fleuves et le réseau de routes dans un terrain tout plat, en plaine, à la Renaissance et au début de l'ère industrielle, on va dire, Paris était la plus grande ville d'Europe avec quelques centaines de milliers d'habitants, 200 000, 300 000. À cause de cette caractéristique géographique, partout ailleurs, les villes étaient plus petites à cause de ce que je viens de raconter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se trouve à quelques jours de temps de transport de Paris? La planète entière, à cause de l'avion. Et qu'est-ce qui se trouve à quelques semaines de temps de transport parce que maintenant on est capable de réfrigérer les aliments, de les déshydrater, de les mettre en conserve, etc. La Terre entière. Donc aujourd'hui, c'est le surplus agricole mondial, par ailleurs qui a été boosté de façon énorme par, d'une part, la déforestation qui a augmenté les terres cultivables sur les 2 derniers siècles, et d'autre part, les engrais, les pesticides et la mécanisation, et la sélection variétale, mais c'est surtout les engrais, les pesticides et la mécanisation. Les surplus agricoles ont été considérablement augmentés, et donc ça donne la possibilité à une population non paysanne, donc par exemple des gens qui font ChatGPT, de vivre en ville et de manger à leur faim. Dans un monde dans lequel vous allez avoir la pression climatique sur les rendements agricoles,
vous allez avoir un jour ou l'autre la diminution forte de l'approvisionnement en énergie fossile qui nous fournissent aujourd'hui la mécanisation agricole, alors qu'on peut éventuellement électrifier, la fabrication des engrais, ça va être plus dur, la marine marchande mondiale, alors ça, avant de l'électrifier, bon courage, parce que vous avez 12 000 bateaux de fort tonnage dans le monde, si j'exclus les pétroliers, on ne les fera jamais avancer à la voile, vous ne ferez pas avancer à la voile un bateau de 300 000 tonnes, ça n'existe pas, on peut les nucléariser, mais faire 12 000 chaudières nucléaires, vous ne les ferez pas en 30 ans, hein, même si vous décidez de ne faire que ça jour et nuit. Donc ça veut dire que dans un monde avec de moins en moins de pétrole, il va y avoir un sujet sur la mondialisation et il va y avoir un sujet sur les camions et sur les bateaux, c'est-à-dire ce qui permet la chaîne logistique de l'agriculture et de l'alimentation. Et donc je fais partie des gens qui pensent que dans un monde à l'énergie qui va se contracter significativement, les mégapoles vont vivre une vie de plus en plus difficile. D'accord ? Elles vont vivre une vie de plus en plus difficile. Alors je ne sais pas si ça les empêchera totalement de manger, ou si juste après avoir mangé du bœuf et du poulet, les gens vont se remettre à manger du riz et du pain, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est évident qu'il va y avoir un sujet, et c'est d'autant plus ennuyeux que le pas de temps auquel on gère les infrastructures, les implantations urbaines, c'est le siècle, beaucoup plus que la semaine. Nos braves politiques qui réfléchissent à quelques années les bons jours, c'est évident que ce genre de coup, ils ne le voient absolument pas venir. Ça ne les intéresse pas et ils se penchent extrêmement peu sur la question. Voilà. Mais effectivement, on va avoir, je pense, un stress croissant à gérer, dont je ne sais pas exactement qualifier comment il va s'exprimer, hein, à l'avenir. Alors je vous ai dit que je voulais aller vous parler de Rome. Rome faisait 1 million d'habitants dans l'Antiquité, et c'était une exception, parce que Rome avait la possibilité de se faire desservir par bateau, où on pouvait préserver le blé et l'huile, etc., de l'humidité, d'un champ qui était juste une grande bande de terre de quelques dizaines de kilomètres de large, totalement desservie par voie fluviale, c'est-à-dire l'Égypte. L'Égypte, c'était un champ de quelques milliers de kilomètres de long, totalement desservi par voie fluviale. Donc vous pouviez drainer la totalité de la production agricole, en disant à Cléopâtre qu'elle avait un bonnet, et nourrir une ville d'1 million d'habitants. Voilà. Mais il y avait une ville dans l'Antiquité qui était capable de faire ça, à l'époque où l'énergie était rare et chère. Voilà, il n'y en avait pas deux.